Bonjour à tous, bienvenue sur Zone Franche. On s'intéresse ce dimanche au vaste domaine de l'économie, notamment le sous-secteur commerce. Un regard et des appréciations sur le commerce transfrontalier. Vous le savez, le Bénin, notre pays, ne vit pas en autarcie. Notre pays entretient des échanges avec ses voisins et cette réalité permet d'observer une certaine variété de flux, non pas sans difficulté ni incidence pour le compte des différents acteurs de la chaîne, nonobstant les réformes introduites. Alors, comment tout cela est géré? Y a-t-il un cadre régional harmonisé pour ce type de commerce qui profite à tous les acteurs? Quels sont les goulots d'étranglement et quel avenir pour le commerce transfrontalier pour le Bénin et ses opérateurs économiques? C'est autour de ces différentes questions que nous débattrons ce matin. Zone Franche reçoit Jude Fagbemi. Il est administrateur des transports et membre du comité national de facilitation des échanges. Jude Fagbemi, bonjour. Bonjour, cher ami. Bienvenue sur Zone Franche. On parlera avec vous de long en large, comme je le disais tantôt, du secteur des transports. A-t-il connu une croissance et quelle est sa plus-value ces dernières années? Nous irons également de près voir au cœur du sous-secteur commerce transfrontalier pour apprécier l'organisation autour, en présence des réformes conçues et mises en œuvre par le gouvernement dans le cadre de la facilitation des échanges. Pour conduire cette émission, je suis avec mon binôme Franck Aounou. Bonjour. Bonjour Christian Dandedjan, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Jude Fagbemi, bonjour. Bonjour Franck. Merci d'accepter notre invitation ce dimanche. Vous êtes un administrateur des transports, Christian le disait il y a un instant, donc un fin connaisseur du secteur des transports. D'entrée, dites-nous, Jude Fagbemi, comment se porte ce secteur aujourd'hui au Bénin? Merci Franck. Je remercie mon cher ami Christian aussi pour m'avoir invité et m'avoir donné la chance donc de participer à ces échanges. Le sous-secteur des transports se porte mieux, on peut le dire. Il pourrait se porter bien, mais pour le moment, avec les réformes et les efforts en cours, on peut dire que y a, disons, espoir pour l'avenir. Parce que vous-même, vous ne restez pas sans savoir que la nation économique a traversé plusieurs crises successives et donc tout cela a impacté le monde des affaires en général et le secteur des transports n'est pas du reste. Mais ce qui est en train d'être fait augure quand même de bons lendemains pour ce secteur. Et on pourrait avoir le temps, avec votre permission, de développer... De revenir, de parler de loin en large de tout ceci. Vous avez dit voilà, que ce sous-secteur se porte mieux, mais que ce sous-secteur se porterait davantage mieux au fur et à mesure que le travail se fera à travers les réformes qui sont désormais introduites. Alors, comment est-ce que ce secteur est organisé et aujourd'hui, quels sont les types de transports qui alimente l'économie aujourd'hui? Merci beaucoup Christian. Il y a plusieurs modes de transport qui alimentent l'économie en ce qui concerne le Bénin. Nous pouvons citer le transport maritime, ce qui permet donc aux marchandises d'outre-mer d'accéder à notre territoire. Nous pouvons citer aussi le transport aérien. Et ce n'est pas ce mode de transport que les passagers et les marchandises sont livrés donc, aux aéroports. Nous pouvons citer maintenant le transport ferroviaire qui n'est pas... Qui n'existe donc, plus, disons. On ne va pas dire qu'il n'existe plus parce qu'il y a des projets ferroviaires donc, qui sont en cours d'être réalisés. Mais ce que nous pratiquons le plus, c'est le secteur donc, du transport routier. Transport routier de personnes, transport routier de marchandises. Aujourd'hui, ce secteur donc, est encadré par des tests qui existent au niveau communautaire et au niveau donc, national aussi. Il y a des professionnels dans ce secteur qui accompagnent l'activité. Il y a des structures étatiques qui les encadrent. Il y a des associations donc, de transporteurs. Nous ne faisons pas partie des associations de transporteurs parce que nous travaillons donc dans une autre corporation, si on peut parler ainsi, qui n'est pas loin de celle du transport.
c'est la logistique en général. Et donc, nous pouvons dire avec les diverses interactions que nous avons avec les transporteurs que c'est un secteur qui est en plein développement, mais aussi en pleine souffrance. Oui. Souffrance donc du coût donc, du fret accordé aux transporteurs, souffrance de la vétusté de la flotte, matériel roulant, et souffrance des tracasseries. Quand nous parlons de tracasseries, il faut bien faire la précision pour dire que les tracasseries routières ont presque cessé donc, dans notre pays, mais il y a donc certaines barrières dont nous avons connaissance et pour lesquelles nous sommes donc en train de plaider au niveau des structures pour le lever. Il s'agit notamment donc des frais de pesage multiples que les transporteurs payent sur divers corridors, et les frais de péage aussi que les transporteurs supportent et pour le moment ils le supportent, mais ils plaident et nous plaidons avec eux pour que cela soit revu et que l'accompagnement donc à ce secteur soit fait au fin de leur organisation, de leur formation, aussi du renouvellement de la flotte. Et donc voilà, il y a tous ces sujets qui sont sur la table. Nous les accompagnons. Mais les transporteurs brassent au travers de leur activité des millions. Il faut participer également à renflouer les caisses de l'État, non? Ah oui, le transporteur, dans l'exercice de sa profession, paye les taxes liées donc à son activité. Le transporteur qui est régulièrement installé, qui est formellement installé, tient donc un bilan et paie ses impôts normalement. Oui. Il faut reconnaître que c'est une activité qui est très très peu organisée, puisque le transport au Bénin, cela se transmet de père en fils. Oui. Père en fils. Et donc, on est transporteur de fait, on est transporteur dès qu'on a donc du matériel roulant dédié au transport de marchandises ou au transport de personnes. Mais un travail merveilleux est en cours au niveau donc de l'Agence nationale des transports terrestres. Et il y a donc un projet de gestion de fret. Donc, tout cela donc, sera dématérialisé et organisé. Et les transporteurs auront désormais les autorisations de transport, des cadres de transport pour chaque équipement. Et les équipements doivent être donc aux normes communautaires parce que ce sont des équipements qui traversent les frontières. Oui. Et donc, il y a une réforme en cours dans ce secteur. La NATA a initié une réforme. Nous avons suivi avec les transporteurs plusieurs formations dans ce sens déjà. Et nous avons des missions en vue pour aller voir donc ce qui se fait de mieux ailleurs. Et je pense que les jours à venir, le secteur du transport va radicalement changer de visage au Bénin. Mais le volet renouvellement de la flotte, il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau. Et nous plaidons, nous savons que si le gouvernement et les autorités à tous les niveaux prennent donc à bras le corps cette question avec les transporteurs, tel que cela est fait au niveau d'autres pays voisins, cela est aussi possible chez nous. Alors, qui parle de transport parle de, en tout cas, matériel roulant. On parle également de la route qui supporte ces matériels roulants-là. Aujourd'hui, on continue de voir des camions branlants, pas très en forme, et qui chutent vraiment sur certains axes routiers, ce qui dégrade parfois la route qui est réalisée à coût de millions, parfois de milliards. Quel est l'effort qui se fait dans ce sens-là pour raisonner un peu les transporteurs qui ne se mettent pas aux normes? On peut parler également de la charge à l'essieu qui n'est pas toujours respectée non plus. Merci beaucoup, Franck. Je vois que vous maîtrisez bien le sujet dont vous parlez parce que le règlement 14 relatif à la charge à l'essieu et au contrôle du gabarit des véhicules est un règlement communautaire. Et effectivement, le Bénin a décidé donc de mettre en application ce règlement. Et aujourd'hui, vous pouvez le vérifier auprès donc, des postes de pesage.
les poids chargés donc sont contrôlés et le surplus donc est pénalisé, fortement pénalisé. Et donc un travail est en train d'être fait dans ce sens, mais nous allons dire que tout le dispositif nécessaire pour maîtriser complètement la charge à l'huissier n'est pas encore en place, parce que le centre, les centres générateurs de fret aussi devront donc s'impliquer pour contrôler le poids chargé des camions avant donc leur lancement. Et donc déjà au niveau de ces centres, la surcharge devrait être évitée. Mais tous ces centres-là ne sont pas encore équipés du matériel adéquat. Et aussi, on peut dire que lors du contrôle donc d'un camion chargé de marchandises, s'il est constaté que le poids total chargé est supérieur à ce qu'il devrait charger, normalement, il doit avoir délestage. Il doit avoir délestage parce que le camion est estimé avoir dégradé donc l'infrastructure routière jusqu'au point de contrôle. Et donc, après la pénalité, le même camion n'est pas censé continuer donc de dégrader la route jusqu'à son point de destination ou bien jusqu'à un autre contrôle. Mais compte tenu du fait qu'il n'y a pas donc de magasin pouvant accueillir les marchandises au niveau de ces points de contrôle, ce qui est fait aujourd'hui, c'est que après le contrôle, s'il y a pénalité, les pénalités donc sont exigées. Et après le paiement de ces pénalités, le même camion continue sa route et quitte donc à aller se livrer sa marchandise ou se faire arrêter à un autre point de contrôle. C'est pourquoi nous pensons déjà que un accompagnement doit être fait au niveau donc des structures de contrôle pour prévoir des magasins de délestage en cas de surcharge. Une pression doit être faite sur tous les centres générateurs de fret afin qu'ils s'équipent de matériel de contrôle, avant départ donc des marchandises. Et ce que nous souhaitons, ce n'est pas que les transporteurs payent des pénalités, mais ce que nous souhaitons, c'est que la charge à l'essieu soit respectée. Et donc, nous pensons quand même que nous allons y arriver avec les diverses réformes et les travaux qui évoluent dans ce sens. D'accord. Alors, on va parler maintenant de ce sujet. Il s'agit du commerce transfrontalier. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre par le commerce transfrontalier? Est-ce que c'est le commerce qui s'exerce au niveau des frontières d'un territoire? Oui, merci beaucoup Christian. Qui dit commerce transfrontalier parle de flux de marchandises, de mouvement de marchandises de part et d'autre des frontières. Et nous avons plusieurs frontières dans notre pays. Nous avons les frontières maritimes, nous avons les frontières aériennes et nous avons les frontières terrestres. Et donc les marchandises qui circulent à travers ces diverses frontières, lorsqu'on parle de commerce transfrontalier, donc on fait recours à ces mouvements de marchandises destinés au commerce essentiellement. Et dans ce cadre-là, nous pouvons dire que le plus grand pôle de mouvement de ces marchandises pour le commerce, c'est le port de Cotonou. Le port de Cotonou est un port, l'un des plus grands ports de la sous-région. On a longtemps dit que c'est le poumon de l'économie nationale. Ah oui, le poumon de l'économie nationale, parce que lorsque qu'une entité participe à plus de 90% du commerce extérieur, génère près de la moitié donc, des recettes et participe à plus de 60% du PIB national, on peut raisonnablement dire que c'est le poumon de l'économie. Et ce qui est en train d'être fait au niveau du port de Cotonou, nous pensons que tout est fait pour répondre effectivement aux attentes des populations et aussi assumer, disons, cette position de poumon de l'économie nationale. Est-ce que le point continue véritablement de l'être, parce qu'on ne manque pas d'apprendre que, par exemple, le port de Lomé serait plus compétitif que le port de Cotonou?
Oui, nous entendons souvent que le port de Lomé est plus compétitif que le port de Cotonou pour la simple raison que les marchandises destinées au port de Cotonou, certaines de ces marchandises sont déviées au port de Lomé pour des raisons conjoncturelles. Et lorsque nous prenons par exemple le fret destiné aux pays sans façade maritime comme le Niger, le port de Lomé qui est à près de 1300 km du port, le port de Lomé qui est à près de 1300 km du Niamey, oui. Et celui de Cotonou qui est à peine à moins de 1100 km de Niamey, on ne peut pas comprendre pourquoi les opérateurs économiques nigériens préféreront le port de Lomé à celui de Cotonou. Lorsque les opérateurs économiques béninois dévient leurs marchandises sur le port de Lomé, quitte donc à faire le transit sur le port de Cotonou, sur Cotonou, j'allais dire, sur le marché de Cotonou, et les faire dédouaner à la frontière, il faut se poser des questions. Alors, ces questions ont été posées et les autorités portuaires, les autorités douanières ont réfléchi avec nous et nous avons identifié certaines causes qui peuvent expliquer cet état de choses. Par exemple, au niveau des importateurs nigériens, nous pouvons dire que géographiquement parlant, le port de Cotonou est leur port naturel. Et le Bénin respecte ses engagements donc, en matière donc, de mise en transit des marchandises en ne taxant pas les marchandises à destination du Niamey. Et donc les marchandises à destination du Niger ne paient rien au cordon douanier à part la taxe de voirie ou quelques fonds de garantie. Il y a même des facilités qui sont faites au port de Cotonou. Oui, il y a des facilités qui sont faites au port de Cotonou, naturellement, pour tous les pays sans façade maritime, qui disposent à l'intérieur du port déjà même des zones franches. Et après, bon, disons que en ce qui concerne les tasses perçues, nous n'allons pas les appeler facilités. C'est de droit que les pays sans façade maritime ne puissent pas payer des impôts donc, de passage pour leurs marchandises qui transitent par les ports les plus proches. Et donc le port le plus proche de Niamey, c'est la plus grande ville donc, du Niger, c'est celui de Cotonou. Et donc si il est souvent dit que le port de Lomé est plus compétitif, c'est à cause du transportement qui est fait là-bas, parce que lorsque vous allez à Lomé, il n'est pas rare de constater qu'il y a plein de navires donc, en rade. Et la plupart de ces navires opèrent des opérations de transportement, c'est-à-dire que de rupture de charge pour que d'autres navires puissent récupérer certaines marchandises, mais aussi parce que effectivement les Nigériens ont quelques griefs contre le corridor Cotonou-Niamey. Et évidemment, ces griefs sont discutés. Hein, le cadre de concertation existe. Nous avons travaillé longtemps dans les comités paritaires Niamey-Bénin et Niger-Bénin, j'allais dire, des comités paritaires dont j'ai été membre. Nous tenions donc des réunions, des réunions alternatives, tantôt à Cotonou, tantôt à Niamey, pour mettre sur la table tout ce qu'on reproche donc au corridor et pour les évacuer petit à petit. Et donc nous pouvons quand même dire qu'il y a quand même une bonne complicité entre Cotonou et Niamey. Et le port de Cotonou aussi travaille à cela. Les autorités du port autonome de Cotonou ont organisé une mission commerciale sur Niamey récemment, en début mai, si je ne m'abuse, de 10 au 11 mai, on était avec le port de Cotonou à Niamey et nous avons donc discuté des questions qui fâchent et des questions donc de perspective. Ce n'est pas seulement Niamey, il y a Ouagadougou également qui est à côté. Il y a beaucoup de pays de l'Interland qui ont une relation commerciale avec le port de Cotonou. Vous avez raison, Christian. Le port de Cotonou a effectivement effectué cette mission commerciale à Niamey et cette mission commerciale a été dénommée
journée portuaire des pays de l'Hinterland, si j'ai encore bonne mémoire, c'est bien garder le thème. Et les pays qui disent les pays de l'Hinterland dit aussi les autres pays sans façade maritime qui exploitent le port de Cotonou. Et Niamey étant donc le premier partenaire, je pense que la mission a commencé par Niamey. L'année prochaine, ce sera certainement Ouagadougou, et après ce sera Bamako. Et donc voilà, le travail commercial va continuer. Nous appuyons donc tous ces efforts en tant qu'experts en facilitation, mais aussi en tant que commissionnaire agréé en douane, puisque nous travaillons donc dans cette corporation de commissionnaires agréés en douane. C'est notre métier et c'est là que nous exerçons. Donc, et puis les marchandises, lorsqu'elles transitent par le port de Cotonou, et c'est nous qui fournissons nos prestations de services à ces marchandises au fin donc de leur déclaration en détail et de leur livraison. Et donc nous sommes c'est un devoir pour nous d'accompagner toute cette mission. Alors, oui, allez-y, Franck. Alors, M. Fabremi, l'axe, disons, Cotonou-Niamey, en termes de commerce, en termes de transport, pourrait mieux se porter si on avait, disons, sauvegardé le secteur ferroviaire ou si on l'avait réhabilité. Aujourd'hui, certains disent que ce n'est pas très important de réhabiliter ce secteur-là. D'autres, par contre, disent qu'il faut le réhabiliter pour mieux favoriser les choses. Vous vous placez de quel côté, vous? Nous nous plaçons du côté de la fluidité. Tant qu'il y a assez de possibilités de mouvement des marchandises, il y aura amélioration donc de la fluidité. Il y aura amélioration même du volume du trafic. Parce que lorsque le camion transporte un conteneur, je donne un exemple au hasard, de 2 conteneurs de 20 pieds par exemple, nous sommes autour de 50 tonnes. Et lorsqu'un camion transporte un conteneur de 40 pieds, nous sommes autour d'une trentaine de tonnes. Alors que ce camion ne peut pas transporter plus que ça. Et donc pour allier Niamey par voie de terre, il faut des centaines de camions par semaine. Alors ce qui fait l'affaire des transporteurs. Ce qui fait l'affaire des transporteurs. Oui. Mais lorsque nous avons par exemple la possibilité de la livraison par voie ferroviaire aussi, ça augmente en fait la capacité opérationnelle. Et donc nous ne sommes pas là pour tirer le drap du côté des transporteurs parce que nous sommes proches de ce secteur où rejeter la possibilité donc du transport par voie ferroviaire parce que cela va certainement impacter le secteur des transports routiers de marchandises. Mais nous disons que nous militons pour une amélioration du volume du trafic. Lorsque nous avons assez de volume, il y en aura pour la route, il y en aura pour la voie ferroviaire. Chacun réussira à tirer son épingle du jeu. Oui. Et donc nous sommes d'accord que les projets ferroviaires soient renforcés, soient accompagnés et que ce chemin de fer Cotonou-Niamey puisse voir le jour pour le bonheur donc du commerce transfrontalier en général, puisque les deux États vont y tirer donc beaucoup de profits. Le port de Cotonou, par les marchandises qui seront débarqués, la TVA, la taxe de voirie va s'améliorer, le fonds de garantie, il y aura forcément, même si le Niger ne paye, la marchandise à destination du Niger ne paye pas des droits de douane, il y aura forcément une dividende dont bénéficiera le peuple béninois du fait de l'augmentation du volume du trafic. Alors, notre pays, le Bénin, avec le gouvernement en place, a initié un certain nombre de réformes, des réformes qui sont engagées depuis déjà plusieurs années pour réorganiser le secteur du commerce, le secteur des transports, en tout cas tout ce qui milite autour du commerce transfrontalier. On a parlé de la facilitation des échanges. Nous avons vu qu'il y a eu le GUS qui a été créé à un moment donné, le port autonome de Cotonou qui a été confié au port d'Anvers pour redynamiser le trafic à ce niveau. Nous avons le programme de vérification des importations, en tout cas une batterie de réformes mises en place. Est-ce que ça vous agrée, ces réformes-là? Est-ce qu'aujourd'hui cela a permis d'avoir une plus-value
en matière de commerce, d'échange? Merci beaucoup, cher ami Christian. Vous savez, nous traversons depuis un moment diverses crises. Ça, c'est une réalité. La crise ou les crises d'envergure mondiale. Nous n'allons plus citer le coronavirus, la pandémie. Le coronavirus, nous n'allons pas citer la guerre russo-ukrainienne qui s'étend maintenant, donc qui concerne tout l'Occident et ne manque pas d'impacter notre pays. Et récemment, la fermeture des frontières. Hein, ah voilà, la fermeture des frontières du Nigeria avec les pays voisins, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Bénin. Et donc, toutes ces situations n'ont pas manqué d'impacter négativement l'activité économique. Mais parallèlement, il y a les réformes tous azimuts. Nous n'allons pas parler de réformes portuaires uniquement parce qu'il y a tellement, vous venez de parler d'une batterie de réformes, mais nous allons effectivement nous limiter à celles qui concernent le port, le milieu que nous maîtrisons le mieux, et la douane, et autres réformes si nous avons encore le temps, pour dire que ces réformes ont allégé en fait les peines des usagers. Parce que, vous voyez, le port d'Anvers depuis 2018, depuis janvier 2018 si je ne m'abuse, a donc en gestion le port de Cotonou. Et en même temps, un cahier de charge donc accompagne cette gestion. Et nous avons donc constaté qu'il y a de grands travaux qui sont en train d'être effectués au port de Cotonou pour l'amener à un niveau très élevé. Ce que la population voit souvent, c'est la clôture qui est en train d'être rénovée avec des fresques, avec des dessins muraux très très jolis. Mais au-delà de la clôture, à l'intérieur, il y a donc les travaux d'extension des bassins pour pouvoir accueillir plus de gros navires. Il y a les travaux de réfection des quais. Il y a des projets, beaucoup de grands projets, donc comme le projet de zone logistique portuaire qui pourra accueillir les marchandises en franchise, les marchandises qui n'ont pas encore une destination fixe et qui ont encore même besoin d'ouvraison. Il peut y avoir donc de petites de petits conditionnements et autres à l'intérieur du port. Il y a en projet la construction du centre des affaires maritimes. Donc nous avons suivi donc tous ces projets présentés par le port et cela nous amène à être rassurés que il y a donc des jours lendemains qui sont réservés donc à notre activité économique. Mais à part les infrastructures que le port ou les gestionnaires actuels du port promeuvent, il y a aussi les réformes de dématérialisation. Donc au niveau, aussi bien au niveau du port qu'au niveau de la douane, puisque la dématérialisation avec l'accompagnement des partenaires de la douane que sont Webfontaine, Bénin Control et autres, je pense que nous avons plus de facilité dans l'activité. Et c'est cela qui nous a permis de résister aux diverses crises. Et nous pensons que maintenant que les crises sont en train d'être conjuguées au passé, en tout cas en ce qui concerne celle du coronavirus, et surtout celle de la fermeture des frontières, parce que les frontières étaient fermées, après il y a eu ouverture partielle, et il y a eu une ouverture totale, et maintenant... On en reparlera véritablement. Voilà, on en parlera vraiment, mais ce que je voudrais dire, c'est que ces réformes nous ont permis de résister aux diverses crises. Et maintenant que la situation est en train d'être améliorée, ces réformes nous permettront donc de lancer véritablement donc l'économie pour le bonheur de tous. C'est pas seulement pour les opérateurs économiques, mais pour le bonheur des populations donc de la sous-région. Alors, il y a quand même des difficultés qui se posent par moment. Parler un peu des faiblesses, des limites de ces réformes-là, malgré toute la volonté politique, malgré toutes les ressources qui sont injectées, il y a parfois des difficultés qui ne trouvent pas de solution jusque-là. Merci beaucoup, cher ami Franck. En réalité, les difficultés étaient là.
Et les réformes sont en train de les corriger. Mais comme tu le dis, les difficultés ne sont pas encore totalement aplanies. Et lorsque nous parlons de performance logistique, il y a 3 critères qui sont inévitables. Il y a le critère donc de coût de passage des marchandises. Il y a le critère donc de la fluidité, c'est-à-dire la célérité des opérations. Oui. Il y a le critère de la sécurité des expéditions. Au niveau sécuritaire, je pense que on peut dire que c'est positif. On peut dire que là, le match est gagné. Et au niveau du port, il n'y a plus donc de vol de marchandises, disparition. Il n'y a pas possibilité de disparition d'une marchandise envoyée au port de Cotonou ou au niveau des autres frontières. Ce n'est pas possible. À cause donc des dispositions qui sont mises sur pied, à cause du tracking, par exemple, de Bénin Control qui accompagne la douane pour le suivi des marchandises, à cause des systèmes sécuritaires donc mis en place. Et en ce qui concerne le volet célérité, il y a encore un peu de travail à faire. Les choses se sont bien améliorées, très bien améliorées d'ailleurs, parce que aujourd'hui, lorsque vous émettez une déclaration en détail, au bout de 48 heures maximum, ce qui est la norme donc au niveau international, et au bout de 72 heures maximum, vous pouvez déjà livrer votre marchandise. Mais il y a encore, disons, des ajustements à faire au niveau de certaines plateformes qui ne sont pas encore performantes. Lesquelles, par exemple? Lorsque nous parlons de plateforme du port lui-même pour l'émission des factures, c'est une plateforme qui est en pleine rénovation et pour le moment, nous n'avons pas encore satisfaction en tant qu'usager. Lorsque nous parlons, par exemple, de la liquidation des déclarations au niveau de la douane, il y a encore à faire parce que la loi permet donc aux douaniers de faire certains contrôles, mais parfois ces contrôles sont redondants parce que une fois que une marchandise a été contrôlée par un agent et qu'il l'autorise, on estime donc que cette marchandise a reçu donc la main levée, mais parfois la même marchandise donc a raisonné, contrôlé. C'est pour s'assurer de la bonne foi du transporteur, non? Mais lorsque la marchandise d'un point A à un point B, il peut y avoir beaucoup de choses peuvent se passer. Non, d'un point A à un point B aujourd'hui, on ne va pas dire que le risque zéro, que le risque est totalement zéro, mais il n'y a pas grande possibilité de manipulation sur les cargaisons en expédition, surtout pour le régime suspensif, parce qu'il y a le tracking de Bénin Control qui suit la marchandise donc de bout en bout. Mais ce dont nous parlons, c'est des contrôles qui sont faits et des contrôles qui sont demandés, des vérifications physiques qui sont demandées, mais qui finalement n'aboutissent à rien. Nous ne voulons pas renier à la douane, surtout aux brigades des douanes, leur prérogative de contrôle sur toute marchandise. Oui. Mais lorsque ce contrôle devient, surtout physique, devient systématique, ou lorsque le contrôle ne permet pas de détecter une fraude évidente, cela crée des préjudices forcément à l'usager. Parce qu'un importateur de marchandises, dont la marchandise est affectée donc, à un contrôle physique, forcément, il y a déjà donc, une perte de temps sur ce contrôle, causée par ce contrôle, j'avais dit. Il y a parfois des emballages qui sont défaits, et donc les marchandises dont les emballages ne peuvent plus être reconditionnés à destination, c'est un problème pour les écouler sur le marché. Et puis aussi, les marchandises qui sont contrôlées, même si une notice de la douane accompagne cette marchandise pour prouver que c'est une structure étatique habilitée qui a fait ce contrôle au départ, à destination, lorsque le plan, par exemple, d'un conteneur change à un moment donc, de son parcours de livraison, à destination, le pays de destination soumet cette marchandise-là à un contrôle intégral, systématiquement.
Et donc, lorsque la douane demande à faire un écort, c'est-à-dire à faire la vérification physique d'une marchandise à Cotonou, et le plomb est sauté, la douane observe et donne donc sa main levée pour que cette marchandise quitte le territoire. Pour la douane, c'est un travail qui est fait et l'opérateur est libéré. Mais l'opérateur n'a pas fini, donc sa peine continue, j'allais dire, jusqu'à ce que la marchandise atteigne son magasin. Et avant que cette marchandise n'atteigne son magasin, parce que cette vérification a été faite à un point donc de parcours donc de la marchandise, la douane du pays de destination est tenue de faire l'écort intégral, la vérification intégrale de ce chargement. Et donc, lorsque les opérateurs économiques passent par le port de Cotonou et vivent ces situations, et à cause donc des désagréments que cela cause chez eux, ils décident donc de prendre d'autres décisions, d'utiliser d'autres ports. Et comme si nous considérons les chiffres, nous savons que la plupart des marchandises qui passent par le port de Cotonou, que ce soit directement en transit sur le Nigeria ou en transit sur le Niger, la plupart de ces marchandises échouent au Nigeria. Et la menace aujourd'hui pour le port de Cotonou, ce n'est pas le port de Lomé. Avec un peu d'effort sur la sérénité des opérations, avec un peu d'effort sur le coût de passage des expéditions, je pense que le port de Cotonou gagnera donc la concurrence par rapport au port de Lomé. Mais la plus grande menace vient du port de Lekki au Nigeria. Parce que ce port, avec la capacité opérationnelle du Nigeria, avec les moyens financiers du Nigeria, ce port est en train donc de laurier le même marché que le port de Cotonou, c'est-à-dire celui du Niger. Nous sommes à 1050 km de Niamey, le Lagos est à 1100 km de Niamey. 50 km de différence seulement. Juste 50 km de différence. Et aujourd'hui, le port de Lekki a acquis en 2023, puisque nous suivons donc les informations pour le benchmarking, le port de Lekki a acquis le plus grand remorqueur de toute l'Afrique. Voyez-vous. Et donc, nous sommes, c'est une chance pour nous d'avoir le port d'Anvers, deuxième port après celui donc de Rotterdam, avec nous. Sinon, ce serait donc un match perdu d'avance. Mais aujourd'hui, nous avons bon espoir que nous allons résister parce que des choses merveilleuses sont en train d'être faites. Et nous pensons que la douane aussi accompagne. Mais à travers les partenaires de la douane, que sont Bénin Control, par exemple, et Web Fontaine, vous savez, les prestations de Bénin Control sont facturées. Mais nous plaidons aujourd'hui pour la diminution donc, du coût de ces prestations. Ainsi, nous allons voir les leviers sur lesquels les coûts de passage seront réduits pour qu'à destination. Il y a quand même une facilité qui a été accordée aux opérateurs. On a parlé de la réduction des délais au port de Cotonou et la diminution des coûts. Ça ne suffit toujours pas? Non, la diminution des coûts, nous n'en sommes pas encore là. Parce qu'aujourd'hui, le levier sur lequel les partenaires, que ce soit du Niger, du Nigeria et autres, reviennent, c'est le coût de passage des marchandises. Parce que nous avons par exemple la taxe statistique qui est, dont les marchandises en transit vers les pays côtiers sont assujetties, qui est aujourd'hui à 7%. Vous auriez souhaité que cela passe à... Non, la taxe statistique était à 5%. En 2019, elle a été augmentée à 7%. Si vous comparez par exemple le Bénin au Togo tout près, pour ne pas aller trop loin, la taxe statistique au Togo est à 1%. Ah oui. À 1%, donc ad valorem. Et au Bénin, cette même taxe est à 7% ad valorem. La différence est très très grande. Lorsque nous prenons par exemple le coût du tracking, c'est-à-dire du suivi électronique des marchandises, des cargaisons, ça fait 3 fois le coût de ce même service au Togo. Et donc, nous pensons que à l'heure de la reprise, parce que la reprise est déjà là, avec ce que nous avons vu au niveau des chefs d'État, avec ce que nous voyons au niveau donc, des décisions que prend le Nigeria, la reprise est pour bientôt, très très bientôt.
Alors, mais si nous ne sommes pas encore en phase, si nous ne mettons pas en place le dispositif pour faciliter le passage, si nous ne levons pas les barrières tarifaires et non tarifaires, même si les autorités prennent les bonnes décisions, les opérateurs économiques ne seront pas prêts donc on n'aura pas les résultats escomptés. Alors, nous restons au Nigeria Nigeria avant que Christian ne vous amène sur le terrain d'autres réformes rapidement. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les frontières entre le Bénin et le Nigeria sont totalement ouvertes? Vous qui pratiquez l'axe très souvent. Je dirais que avec le Nigeria, les frontières, disons officiellement, on a dit les frontières étaient fermées parce que les points de passage des marchandises officiels étaient fermés. Et donc, le flux formel ne pouvait plus passer. Et cela, qu'est-ce que cela a occasionné? Cela a occasionné des pertes énormes au niveau des opérateurs économiques du Nigeria, une chute des activités au niveau des opérateurs économiques béninois et le développement de la contrebande. Parce que ne l'oubliez pas, le Bénin a 780 km de frontières avec le Nigeria. Oui. Autrefois, il y avait juste 3 frontières. C'est-à-dire la frontière de Craquet-Plage, Sémé, Craquet-Plage du côté du Bénin et Sémé du côté du Nigeria. Et la frontière de Igolo Idiroko. Et au nord là-bas, la frontière donc de Niki et de Saki. Voilà. Donc c'était ça. Il y avait Niki, Saki, il y avait Igolo Idiroko et puis Sémé, Craquet, et puis voilà, Craquet Plage et puis Sémé. Mais il y a d'autres frontières qui ont été promues, j'allais dire. Oui. Bon, donc sur le tronçon, il y a aussi la frontière donc de Owode, toujours en quittant Sémékodi, il y a la frontière de Owode et Owode Akpa qui débouche sur Badagry et Lagos. Et un peu plus loin vers Ketu, il y a la frontière Ketu et Imeko. Il y a la frontière maintenant au niveau de Savey, la frontière de Idio et Ichei. Donc il y a beaucoup d'infrastructures frontalières qui sont développées donc, ces dernières années. Même au nord, il y a les Klibor, à Fessonou, il y a les frontières dont on a entendu parler, les Iloua, les Lolo, et voilà, les Sebana, les Samia. Est présente. Et donc, il y a une dizaine de frontières officielles entre le Bénin et le Nigeria aujourd'hui sur les 780 km de frontières. Nous n'avons pas dit que ces frontières suffisent, mais pour qu'un pays ait une dizaine de frontières avec un autre, il n'y en aura pas beaucoup dans le monde. Wow. Et donc, il faut comprendre que les autorités elles-mêmes veulent cette fluidité entre les deux peuples. Mais il n'y a pas assez, il faut le reconnaître, assez d'agents de douane pour accompagner, pour, disons, soutenir toute cette stratégie. Et donc, la douane souffre de personnel, mais il faut dire aussi que il y a la contrebande, justement, le secteur informel, puisque le commerce entre le Bénin et le Nigeria, les experts vous diront que ça fait à peine 12-15%, alors qu'il y a une grande part donc, qui passe par le secteur informel. Qui est, disons, favorisé par les forêts, les rivières qui se trouvent donc le long donc, de toutes ces frontières. Et c'est pour ça, justement, que les décisions qui sont prises au niveau des chefs d'État, parce que je ne sais pas si vous avez suivi un peu les nouvelles ces derniers jours, vous avez certainement entendu parler de la réouverture totale de toutes les frontières du Nigeria. Vous avez certainement entendu parler de la possibilité d'ici là pour le Bénin de mettre en transit les véhicules d'occasion sur le Nigeria et certaines marchandises qui étaient autrefois interdites. La dynamique, ce que nous avons entendu des autorités nigériennes, c'est que tout ce qui est accepté au Nigeria et qui transite par les ports du Nigeria peuvent aussi transiter donc par le Bénin pour aller
au Nigeria. Et c'est pourquoi nous avons quand même bon espoir que les choses iront de mieux en mieux. Et je m'en voudrais de ne pas vous dire que, pas plus tard que le 6 juillet, j'allais dire, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a signé un protocole d'accord avec la Chambre de commerce et d'industrie, là-bas ils ajoutent les mines d'industrie, de Badagry. Vous avez certainement suivi donc les informations. Et ça augure déjà de la complicité consulaire qui est censée accompagner les opérateurs économiques et décourager le secteur informel. Et donc nous pensons quand même que les choses sont en train d'être mises en place. C'est déjà les retombées du changement de régime? C'est déjà les retombées du changement de régime. Parce que moi, je l'ai dit tantôt donc, sur une plateforme que le profil des chefs d'État que nous avons donc, actuellement à la tête de nos États arrange beaucoup, et c'est nous, acteurs de commerce, qui devront donc accompagner cela en communiquant, accompagner cela en nouant les bonnes relations, accompagner cela en décourageant l'informel, et l'informel est le faux. Et c'est ce qu'a fait le président de la CCIB, que je salue au passage, M. Arnaud Akakpo, qui a vraiment eu une vision très élevée, et il m'a soufflé quelque chose que je m'en vais vous partager avec vous aussi. Il m'a dit la dynamique va continuer au niveau donc de toutes les institutions consulaires du Nigeria. Cela voudra dire que nous n'avons plus donc à nous soucier ceux qui font du commerce, du commerce informel, ceux qui font du FAIAO et autres. Ils devront se formaliser, ils devront exploiter les canaux mis à leur disposition pour profiter vraiment de la bonne ambiance, de la bonne entente entre les deux États. Et parce que vous pensez que le secteur informel, ça a des avantages, l'opérateur économique qui est dans le formel, et également l'économie nationale. Oui, le secteur informel désavantage. C'est la concurrence déloyale, c'est-à-dire celui qui est dans le formel est désavantagé. L'économie, on n'arrive pas à faire les statistiques. On n'arrive pas vraiment à faire les statistiques puisque ces trafics ne sont pas inscrits au cordon douanier. Mais l'autre chose, c'est que le secteur informel encourage la criminalité. Parce que là où il n'y a pas de contrôle, tout peut se passer. Et les mêmes qui encouragent ce secteur et qui l'alimentent se retrouvent encore en insécurité du fait donc de la prolifération donc des marchandises qui ne devraient pas circuler, des marchandises. Oui, mais on ne parvient pas à lutter contre ça parce que ça crée quand même de petits jobs, ça crée de petits boulots pour la population, non? Oui, mais le problème c'est que lorsque vous vous inscrivez dans l'informel et on met la main sur vous, vous perdez tout. Du jour au lendemain, vous perdez tout. Et donc, il vaut mieux respecter les choses et aller donc crescendo que de vouloir enfreindre aux règles établies et tomber donc du jour au lendemain. Et donc nous pensons que le risque est trop grand pour ceux qui travaillent dans l'informel. Et aujourd'hui, avec les facilités que les autorités offrent, je pense que la rigueur dans la punition donc de ces actes informels sera encore doublée. Parce que si l'autorité fait l'effort de vous faciliter la tâche, de vous faciliter l'exercice de votre profession, et vous choisissez donc de vous inscrire dans le faux, dans la contrebande, comprenez que l'autorité ne soit pas douce avec vous lorsque la main sera mise sur vous. Et je profite pour aborder la question donc de la corporation des commissionnaires agréés en douane. Vous savez, c'est une corporation qui a un grand pouvoir, parce que à cette corporation, la loi donne mandat de collecter l'impôt de porte pour le trésor public. Et donc, c'est des acteurs qui manipulent les ressources de l'État. La loi permet donc à ces acteurs, dont je fais partie, de faire uniquement à eux de faire la déclaration en détail pour tiers. Mais aujourd'hui, il n'est pas rare donc de constater que des promoteurs de sociétés commissionnaires agréés en douane se désintéressent de plus en plus du métier.
et le confie donc à des agents. Cela entraîne le phénomène de manque de suivi de certaines déclarations. Alors que lorsqu'il y a problème, c'est le promoteur qui est interpellé. Et donc je profite pour dire que ce qui se passe encourage l'informel, puisque les transitaires dits mandataires qui n'ont pas un agrément et qui n'ont pas un contrat formel avec une société agréée, lorsqu'ils passent pour obtenir donc le cachet, l'aval de la société agréée pour continuer donc les opérations de transit, parfois ils utilisent des ruses, ils utilisent donc des subterfuges pour ne pas honorer le cahier de charge mis donc à la charge du commissionnaire agréé. Parce que lui-même n'est pas là, et donc on profite donc pour faire de la manipulation, pour faire donc des pratiques malsaines, et cela retombe sur les sociétés agréées. Donc nous voulons profiter de cette opportunité pour lancer un appel à tous ceux qui ont des sociétés agréées, sociétés commissionnaires agréées en douane, pour leur dire de prendre en main la gestion de leur structure, de donner des instructions claires pour que ceux qui manipulent leurs installations soient connus et soient mandatés par eux. Parce que il y aura, disons, un assainissement sans faille, sans complaisance, merci, du secteur, puisque nous avons été interpellés par les autorités à tous les niveaux, et qui nous ont rappelé nos obligations, et nous avons compris que nous avons un travail à faire, et nous allons faire ce travail-là. Alors, il y a quelques jours, en début de semaine, on a vendu le paillot à 800 francs CFA. Ce matin, en venant au service pour cette émission, j'ai constaté que c'est passé de 800 à 650 francs. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du Nigeria? On est en train de revoir, disons, la décision prise par le président à son arrivée. Comment vous l'expliquez? Ce n'est pas forcément ça. Le Nigeria a décidé donc d'arrêter la subvention sur le carburant, et cette subvention a impacté, ou bien cet arrêt, cette suspension donc de la subvention a agi directement sur le Bénin, parce que le Bénin, j'avais pas dit le Bénin, les commerçants béninois, les acteurs de ce secteur au Bénin vont s'approvisionner en carburant au niveau des stations, ou allaient s'approvisionner en carburant au niveau des stations du Nigeria pour venir les revendre donc au Bénin. Et cela a impacté effectivement directement le prix donc de ces essences vendues le long de nos artères. Aujourd'hui, si vous constatez que le prix a baissé, ça doit être forcément l'effet d'annonce qui a commencé donc par baisser, donc disons influer sur ce prix, parce que lorsqu'on dit qu'il y a une information, automatiquement tout le monde est méfiant, et cela peut expliquer le prix qui avait donc flambé dans le temps. Et aujourd'hui aussi, vous devez comprendre que certaines personnes préfèrent prendre de la sous-traitance, on va dire, en ce qui concerne la vente du carburant. Ils vont prendre du carburant dans leur voiture ou au niveau des stations et les reversent dans des bidons pour les revendre donc dans certaines zones où il n'y a pas de station, ou dans le circuit informel. Donc cela peut expliquer le prix qui a baissé. Sinon, nous n'avons pas eu vent donc d'une nouvelle décision en la matière au niveau du Nigeria. Alors, ça fait partie également du commerce transfrontalier dont nous parlons. Nous avons des stations-service qui ont reçu des agréments et qui se sont installées et qui font le commerce de l'essence, du carburant. À côté, nous avons le secteur informel également qui se développe. Est-ce que ça ne vient pas tuer un tant soit peu l'économie? Quelle est, votre appréciation de cette concurrence qui se mène sur le marché de l'hydrocarbure? Il n'y a pas de concurrence en tant que telle. Il y a, disons, tolérance, nous allons dire, puisque par la force des choses, l'essence se retrouvait à moins de 200 francs CFA au Nigeria et à 600 francs au Bénin. Et donc, je vous ai parlé tantôt des
de phénomène des frontières qui sont élastiques et qui sont poreuses. Et donc cela occasionne donc l'introduction sur le marché béninois donc de ces produits. Et ces produits se retrouvent en nette concurrence avec les stations-service au Bénin. Et nous pouvons donc dire que avec la situation, avec les nouvelles décisions, les choses vont se réguler d'elles-mêmes. Les choses vont forcément se réguler d'elles-mêmes. Mais nous invitons aussi le pouvoir parce qu'en réalité, lorsqu'il y a une gouvernance en place, la gouvernance prend en charge tous les problèmes du pays. Et donc, voir le nombre d'acteurs dans ce secteur, l'État doit pouvoir, puisque c'est le nombre d'acteurs dans le secteur qui a empêché l'État à agir pour les éradiquer. Oui. C'était trop nombreux et puis ça servait à beaucoup de ménages. Donc l'État réfléchissait à comment faire pour les encadrer. Et donc c'est le moment plus que jamais pour l'État de les encadrer, de les accompagner. Nous avons eu le projet des mini-stations en temps. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas les accompagner, les répertorier tous ceux qui étaient dans le secteur et les accompagner au fin donc de leur formalisation. Allez, parlons de réforme. Nous n'avons plus assez de temps sur cette tranche. La création d'un tribunal de commerce, qu'est-ce que ça peut changer dans le monde du commerce aujourd'hui? Merci beaucoup, mon ami Franck. Je pense que votre question me permet d'aborder les réformes au niveau judiciaire, au niveau des tribunaux. Et le tribunal de commerce est une innovation. Pour nous, les hommes d'affaires, pour nous, les chefs d'entreprise, c'est une très belle réforme, puisque ça nous évite les tracasseries au niveau donc, des autres tribunaux pour des affaires qui ne sont pas forcément pénales. Et donc, cela améliore le climat des affaires, cela rassure les opérateurs économiques, les investisseurs. Et avant le tribunal de commerce, je parlais aussi du CAMEC, du centre d'arbitrage. Voilà, du centre d'arbitrage de médiation et de conciliation affilié à la CCB, où le président Alain Amoussou-Kouevi fait un travail merveilleux. Et j'exhorterai les opérateurs économiques à s'approcher de ce centre pour le règlement amiable de leurs litiges avant donc d'aller au tribunal du commerce, où les procédures aussi, les assignations se font en ligne et les procédures, et donc j'avais dit les délibérations sont très rapides. Et votre question m'amène aussi à aborder la question de la réforme foncière. Parce que vous savez, l'insécurité foncière a créé tellement de dommages au Bénin, les opérateurs économiques qui veulent investir à cause de cette insécurité préfèrent ne pas s'engager. Des Béninois, des compatriotes qui sont à l'extérieur rechignent à rentrer pour éviter donc de se faire bouffer par cette mafia foncière qui existait. Et donc cette réforme foncière qui est en cours avec la nouvelle cour donc chargée des affaires foncières, je pense que cette cour a une très lourde responsabilité. Et nous, opérateurs économiques, pas nous seulement, tout le peuple doit prier en fait pour ces magistrats qui dirigent toutes ces structures, parce que vous savez, c'est des gens aussi qui sont sous pression, ils ont de la famille, ces familles ont des litiges, se présentent à eux et veulent qu'ils interviennent à leur faveur. Ils ont des supérieurs qui se retrouvent dans des situations difficiles et veulent qu'ils interviennent pour eux. Et ils doivent dire la loi. Ils doivent dire la loi et rien que la loi. Donc vous vous sentez plus en sécurité maintenant avec ces instances-là? Non, le défi est maintenant du côté des dirigeants de ces instances. Qui vont dire la oui, loi, c'est ça, c'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Sinon, nous avons des exemples. Nous sommes sur une plateforme. Si vous l'acceptez, nous allons vous donner des exemples simples. Et vous demandez donc d'interpeller peut-être, d'appeler ces responsables pour nous rassurer. Ouais, sinon, il y a des cas qui laissent à désirer. Des cas qui laissent à désirer que nous pouvons citer si vous le permettez.
Bon, on aura l'occasion certainement d'en parler. De parler de tout ça. Merci. Alors, on va finir, puisque le temps est complètement parti. On va parler de cette semaine nationale des frontières. On se rappelle que c'est en juin, le 7 juin de chaque année, qu'est célébrée la journée africaine des frontières. Et cette année-ci, notre pays, le Bénin, n'a pas raté ce rendez-vous. On a parlé de stabilité et prévention des fragilités aux frontières des pays du Golfe de Guinée, perspective pour le Bénin. Vous qui êtes dans un secteur où vous avez le regard sur ce qui se passe au niveau des frontières, la célébration de cette journée, pour vous, est-ce qu'elle est nécessaire et pourquoi? Merci beaucoup, Christian. Je pense que cette célébration est nécessaire parce qu'il faut rappeler aux acteurs, aux partenaires, aux voisins, les frontières de chaque État. Il faut célébrer ces frontières parce que nous n'étions pas donc à la conférence de Berlin lors du partage des États. Maintenant, nous devons y tirer le maximum d'opportunités. Nous pouvons donc transformer, disons, ces frontières en opportunités. C'est pourquoi cette journée doit être célébrée, non seulement pour profiter, pour régler les problèmes au niveau des frontières, mais pour accompagner la dynamique donc de l'exploitation donc des infrastructures frontalières, pour profiter et régler les problèmes qui se posent aux populations frontières. Parce que ne l'oubliez pas, lorsque vous prenez tout le long de la frontière, j'aime plus prendre cet exemple parce que c'est la frontière la plus longue, du Bénin et du Nigeria, il y a les peuples Goum des deux côtés donc de frontières, les peuples Yoruba des deux côtés, les peuples Batonou, les peuples Peul jusqu'au nord. Donc c'est la même population. Et donc les autorités doivent profiter de ces journées pour, disons, pour promouvoir la dynamique de la paix, de la bonne ambiance, du vivre ensemble au niveau donc de toutes ces populations et leur communiquer aussi sur les actions qui sont entreprises, sur les réformes qui sont faites pour la paix et la stabilité. Parce qu'en réalité, les problèmes viennent souvent des frontières. Vous savez, les crimes organisés, la prolifération des armes, c'est souvent au niveau des frontières que ça se passe. Sinon, à l'intérieur des États, les villes sont en sécurité, les grandes villes sont en sécurité. Mais lorsque les frontières ne sont pas sécurisées, lorsqu'il y a donc cette possibilité d'organiser le crime donc transfrontalier, petit à petit cela atteint les États et c'est cela qui met les États en insécurité. C'est pourquoi la problématique des frontières ne doit pas être vraiment occultée, mais cela doit être, on doit trouver des occasions pour en parler, des occasions pour promouvoir tout ce qui est bon à promouvoir. Avec tout ce qui est dit, quel est l'avenir alors du commerce transfrontalier, vous qui êtes un acteur du secteur? L'avenir du commerce transfrontalier est radieux, nous pouvons le dire, parce que nous avons vu des autorités qui sont engagées. Nous avons vu les deux chefs d'État du Bénin et du Nigeria ensemble, aussi bien à Lagos qu'à Paris. Nous avons vu les présidents des institutions consulaires ensemble. Nous avons vu les autorités douanières ensemble. Nous avons vu tous ceux qui travaillent pour la promotion de ces frontières ensemble. Et c'est cela qui nous rassure. Ce que nous avons à faire chez nous, c'est de travailler à la célérité, de travailler à la sécurité, de réduire le coût des passages des marchandises pour pouvoir gagner sur la dividende donc liée au volume du trafic. J'ai déjà dit, donner des pistes de réduction de ces coûts, les péages, le tracking, la taxe statistique et autres. Et donc, si toutes ces dépenses-là sont maîtrisées, je pense que l'opérateur économique, qu'il soit à Lagos, à Kano ou à Niamey, peut prendre le port de Cotonou, peut prendre Cotonou comme son port de transit pour pouvoir récupérer ces marchandises lorsqu'il y aura congestion ou bien lorsque il y aura assez de trafic pour diversifier en fait la piste de ces expéditions. Alors, votre mot de fin? Mon mot de fin sera de rendre grâce à Dieu et de dire merci à Canal 3 pour nous avoir accordé cette opportunité de nous exprimer ici et aussi de remercier les téléspectateurs qui, sans eux,
cette émission ne saurait donc exister. Nous voudrions vraiment les remercier et dire un grand merci à toutes les autorités qui accompagnent l'activité économique et qui prennent donc en compte nos diverses doléances. Parce que si nous continuons d'exister, c'est parce que nous sommes écoutés, c'est parce que nous sommes accompagnés et nous voudrons vraiment le reconnaître. Et nous demandons que cette dynamique continue pour le bonheur de nos populations. Eh bien voilà, Jude Fagbemi, il est administrateur des transports, expert en facilitation des échanges. Avec lui, nous avons fait la radioscopie du secteur du commerce et nous avons parlé également des transports pour évoquer ces réformes-là qui sont en vogue dans le secteur, qui sont engagées par l'État béninois. Et nous avons profité pour aller au niveau des frontières pour parler de beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, Zone franche de ce dimanche, c'était notre invité. J'ai eu le plaisir de l'animer avec Christian Adandéjan. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain. Merci à toute l'équipe de réalisation et bonne suite des programmes. Merci.